pour aujourd'hui, je vous avais demandé de réfléchir à un exercice de bac qui s'appelle « Des molécules témoins du mûrissement des pommes ». Et comme vous pouvez voir, c'était un gros exercice sur 10 points qui demandait des compétences un petit peu dans tous les chapitres. Enfin, pas tous les chapitres de cette année, mais quand même pas mal. Alors, on ne va pas patienter plus que ça. On va directement passer à la première question. Je reviendrai aux données utiles quand il faudra. Par exemple, donner le nom de la fonction chimique présente dans les deux molécules A et B que je vais remontrer maintenant. Alors, je vous écoute. Ester. Ester, non? Parfait. Une fonction ester ici. On a également une fonction ester ici. OK. Parmi les molécules A et B, l'une se nomme éthanoate de 3-méthylbutyl. Nous, comme on va se servir un petit peu de cet exercice pour commencer à faire une vue d'ensemble, une sorte de révision, on va en même temps donner le nom de l'autre molécule. C'est la A, l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Moi, je parie sur la A aussi. Ouais. Pour les esters, je vous avais dit que la nomenclature était un petit peu plus compliquée que pour les autres familles en chimie. Vous commencez le nom par ce qui a permis de faire l'ester, à la base, c'est un acide. Ici, c'était l'acide CH3COOH, donc l'acide éthanoïque. Et donc, il y a bien 2 carbones. Au lieu de dire acide éthanoïque, vous commencez par, vous enlevez le mot acide, parce que c'est plus un acide, mais vous commencez par le mot éthanoate. Vous voyez bien déjà que dans la molécule de B, on ne va pas commencer par éthanoate. Alors, on dit éthanoate 2, et maintenant, il va falloir Alkyle. Préciser le nom de ce groupe alkyle. Voilà, c'est ça. Alors, on nous avait numéroté la chaîne. On voit qu'on a une chaîne avec 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, et une ramification en plus. Donc, 4, ça va être but. Alors, effectivement, 3-méthyl. Ça va se terminer par butyl. C'est pas 3-méthyl. Mais voilà, il faut dire que sur ce groupe butyl, il y a en plus CH3 qui s'appelle méthyle. Il faut dire sur quel numéro c'est, ça aurait pu être sur le 2 par exemple. Donc on va dire éthanoate de 3-méthylbutyl tout accroché. Mais monsieur, d'ailleurs, j'ai une question sur ça. Oui. C'est qu'on avait dit que on prenait la chaîne la plus courte, enfin on partait du carbone le plus pour la ramification. Pourquoi c'est pas 2 et 3? Parce qu'on a dit qu'on partait on faisait le plus court, quoi. Alors, le groupe ester, en fonction du groupe c'est le groupe ester qui va être prioritaire ici pour la numérotation. D'accord. Donc la numérotation, dans le cas des esters, vous ne regardez pas quel numéro va être le plus petit, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. On aurait pu numéroter par la droite, mais non, dans le cas de l'ester, quels que soient les numéros qui vont suivre, on commence par numéroter 1, c'est le carbone qui est là, 2, 3, 4, etc. D'accord? Ok, merci. Ce que je viens de raconter, ça marche pour la première partie de l'ester. Par exemple, ce n'était pas demandé, mais nous, on va essayer. Alors, comment s'appelle le deuxième ester? Donc, en fait, pour la question sur la nomenclature, c'est-à-dire la question 1, 2, c'était bien la molécule A qui s'appelait éthanoate de 3-méthylbutyl. C'est du 2-méthyl. 2 propanoate, 2 butanoate, d'éthyle. Alors, Hippolyte, tu avais dit quoi? 2-méthyl, butanoate, 2. Alors, 2-méthyl, ok. Parce que la numérotation, elle est bien indiquée ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Donc, Butanoate. C'est butanoate. D'éthyle. D'éthyle, très bien. On va continuer. Préciser la formule brute des composés A et B. On va déduire par quelle relation les molécules A et B sont liées. Alors, est-ce que vous avez eu la curiosité, enfin, c'est pas la curiosité. Oui. Alors, vous avez trouvé quoi? C7, H14, O2 pour les deux. C'est les mêmes. Du coup, c'est l'isomère. Très bien. C7H14O2. Et donc, ça marche pour la molécule A, ça marche pour la molécule B. Donc, on dit que ces deux molécules sont isomères. D'accord? On parle d'isomérie de chaîne, parce que là, la chaîne carbonée n'est pas la même que celle-ci.
D'accord. On va voir après la stéréoisomérie qu'on a vu cette année. Donc ça, en fait, l'isomérie de chaîne, c'est un petit peu quelque chose que vous avez vu un petit peu en seconde, un petit peu plus en première peut-être. Et voilà, on continue. La molécule A présente-t-elle un ou des carbones asymétriques? Si oui, le matérialiser sur votre copie à l'aide d'un astérisque. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'en ai pas trouvé, hein. Moi non plus. J'ai mis qu'il n'y en avait pas, mais je suis pas sûr. Moi aussi, ouais. Là, il n'y en a pas, vous avez raison. Ah. On regarde vite fait. Bon, bah là, il y a 3 atomes d'hydrogène. Là, il y a une double liaison, c'est même pas la peine de regarder. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. Je vous rappelle qu'il faut que l'atome de carbone en question, il est bien ses 4 voisins et que les 4 voisins doivent être tous différents. Et on est d'accord, les voisins, c'est tout le reste de la molécule, par exemple? Oui, c'est tout le reste. Tout le reste. Par exemple, là, quand je parle des voisins, vous avez tout ce paquet-là. Vous avez, je parle pour le carbone numéro 3. Là. Ça, et c'est quoi le 4e voisin? Le H. Le H, d'accord. Et bien là, vous voyez bien qu'il y a CH3 et CH3, on a 2 fois la même chose. Donc, il n'y a pas de carbone asymétrique. D'accord? Est-ce qu'il y en a un dans la molécule B? Je n'étais pas demandé. Hein. Est-ce que vous voyez un carbone? Oui. Le CH Le numéro 2 deuxième, déjà. ouais. Le deuxième. Ouais, c'est lui. Bon, alors après, on pouvait le deviner avec l'énoncé, parce que dans l'énoncé, on parle de stéréoisomère et surtout, on représente les molécules dans l'espace. Mais vous voyez, là, on voit bien, je rajoute un petit peu des questions, mais là, on peut bien prouver qu'on a un atome de carbone asymétrique parce que ça, c'est différent de ça, c'est différent de tout le paquet, et enfin, c'est différent de H. Donc là, on a bien l'atome de carbone asymétrique. D'accord? Mais d'ailleurs, à part pour la chiralité, ça a quoi comme conséquence? Bah, il n'y en a pas. C'est vraiment pour. Il n'y a que ça comme conséquence de pouvoir ou pas avoir des stéréoisomères. Après, on nous représentait dans l'espace, du coup, les 2 molécules possibles pour B1 et B2. Comment s'appelle le type de stéréoisomérie de configuration qui lie les composés? Énantiomère, Les énantiomères, non? Énantiomère, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre type de stéréoisomérie? Vous vous souvenez? Diastérisomère. Stéréoisomère. Ouais, alors c'est quoi la différence entre les deux? La L'image d'un diastéréo, autre dans un c'est pas miroir. imagé. Ouais, ouais. Oui, c'est l'histoire de l'image dans un miroir. Alors là, est-ce que la molécule B1 et B2 sont images l'une Oui. de l'autre dans un miroir? Non. Bah, pour moi, non, en fait. Elles sont pas Bah, si, superposables. bah, Ben, si. c'est parce que, regardez bien, c'est parce que elles ne sont pas représentées comme si on avait un miroir ici. Pardon, si celle-ci, vous lui faites faire un demi-tour, là, vous verrez bien qu'effectivement, on a celle-ci qui est image de l'autre dans un miroir. Oui, voilà, il faut prendre l'une, Ah ouais. la faire dans un miroir et voir si c'est les mêmes ensuite. Voilà. Ici, vous voyez, on vous a représenté. Pourquoi ce n'est pas la peine de refaire une représentation pour prouver? Vous pouvez dire, j'ai une molécule qui n'a qu'un seul atome de carbone asymétrique et forcément, ça va former un couple d'énantiomères. En fait, on Mais voit c'est bien bizarre que... parce Oui, vas-y. que quand on fait l'image, enfin, quand on prend l'une des deux, là, qu'on la met dans un miroir, en fait, elle se superpose pas. Par exemple, si on prend la Et deuxième. bien justement, la définition de énantiomérie, c'est que l'une de l'autre sont images dans un miroir, mais ne sont pas superposables. Ah, voilà, d'accord, ok. D'accord? Oui, oui. En ce qui concerne la diastéréoisomérie, elles sont carrément pas images l'une de l'autre dans un miroir. D'accord, ok. Et quand est-ce qu'on a des diastéréoisomères? Ben, on a vu que, petite révision, diastéréoisomère, c'est quand on a 2 atomes de carbone asymétriques dans une calmants, même là. molécule, ou on a aussi la diastéréoisomérie avec les doubles liaisons ZE. D'accord? Alors ensuite, cet exercice, vous voyez, il était très complet parce que maintenant, on va passer au côté expérimental. On souhaite séparer par distillation fractionnée un mélange de composés B1, B2 et A. À noter le schéma de distillation fractionnée. Alors, on vous donnait un schéma à compléter, c'est assez classique. C'est rare qu'on vous demande dans un exo de bac de carrément dessiner un schéma, comment dire, de mémoire. Souvent, c'est plutôt, eh bien, compléter un schéma. Alors, on va les faire ensemble. Ça, c'est quoi? Le chauffe-ballon. Chauffe-ballon. Ok, c'est le chauffe-ballon. Ça, c'est quoi? C'est le ballon. Le ballon. Voilà, c'est le ballon. On peut dire un ballon à fond rond si on va être précis, mais ballon, ça va. Ah,
Ça, c'est la Colonne. particularité. La colonne de Vigreux. Exactement, c'est bien. Ça, c'est la Celui particularité Oui. du montage de distillation fractionnée. C'est à ça qu'on reconnaît du premier coup d'œil la distillation fractionnée. C'est que on a cette colonne avec des petites pointes, qui est une colonne de Vigreux. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas très bien familier, qui n'est pas bien regardé, il pourrait confondre ce montage-là avec un chauffage à reflux ou à une distillation simple. Alors, chauffage à reflux, je vous rappelle que ça sert à chauffer et ne pas perdre de réactif ou de produit. Et qu'en haut, c'est ouvert. Il n'y a pas de sortie possible. Alors que ici, c'est fermé. Et Ça il y sert à a quoi ça? le montage de distillation fractionnée. Ouais. Pourquoi fractionner, ça sert à quoi en fait? D'accord. Séparation, non? C'est pour permettre une bonne séparation. Solide. C'est pour séparer bien deux liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Voilà. Alors, je vais y revenir après. Ici, c'est quoi? Thermomètre. D'accord. Ça, c'est quoi après? Réfrigérant. Réfrigérant. C'est un réfrigérant simple. Hein. Ah, Après, oh. réfrigérant. Rappelez-vous qu'on a vu aussi réfrigérant à boule, mais réfrigérant à boule, c'est pour quand on fait un montage à reflux, il est vertical. On n'utilise pas de réfrigérant à boule comme ça, incliné. Ça, c'est quoi? Erlenmeyer. Très bien. Et ça, il faut suivre la flèche. Ça, c'est le mélange. Alors, je reviens sur cette histoire de distillation. Lorsque les liquides ont des températures d'ébullition différentes, eh bien, celui qui a la température d'ébullition la plus basse va commencer à partir en premier. Donc, les vapeurs vont partir et le composé dont la température d'ébullition est la plus basse, ça va être le premier à passer. Et tant qu'il y a du composé avec la température d'ébullition la plus basse dans le ballon, on va avoir ici, on peut le voir au thermomètre, un palier. C'est-à-dire qu'on va avoir un palier de température et il y a la température qui va se stabiliser tant qu'il va rester ce composé-là. Quand il n'y en a plus, alors il va y avoir une petite phase où il ne va rien se passer et la température va commencer à réaugmenter. Et la température va réaugmenter jusqu'à temps qu'on arrive au deuxième composé qui peut partir, entre guillemets, après. Et si vous avez un mélange de, je ne sais pas, si vous avez un mélange de 5 composés différents avec des températures d'ébullition différentes, ça va être comme ça, progressif. Vous allez avoir le composé le plus volatile qui va distiller ici, avec le réfrigérant, et bien, ça va retomber goutte à goutte. Voilà. Et puis ici, vous allez obtenir ce qu'on appelle un distillat. Donc voilà, ça s'appellera le distillat. Bon, si on revient à notre exercice, qu'est-ce qui va se passer avec ce montage? Il y a un des composés qui va partir avant. Ouais, c'est lequel? Ouais. Le A. Le A. D'accord. Donc ça va être le composé A. Pourquoi le A? Dans la Parce température qu'il d'ébullition. nous donne sous pression de 1 bar la température d'ébullition dans le premier. Justement. Ah non, Ah non, c'est l'inverse. le A, c'est Justement. le dernier. On voit que c'est les composés B1 et B2 qui vont partir. Et la distillation fractionnée, vous pouvez bien noter ça, c'est que ne permet pas de séparer bien, les deux énantiomères. Parce que, petit rappel de cours, vous voyez, ils ont tous les deux une température d'ébullition identique. Parce que on a vu en cours que deux énantiomères avaient des propriétés physiques identiques et la température d'ébullition, ça fait partie des propriétés physiques. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait 133 et 133. Et on a vu aussi que les propriétés chimiques étaient aussi identiques, sauf dans le cas des réactions avec des composés chiro, qui sont eux-mêmes chiro. On a vu que c'était très important en biologie, puisque en biologie, effectivement, il y a beaucoup de réactions qui permettent de séparer deux stéréoisomères. Mais bon, ce n'était pas posé ici. Mais effectivement, 133, c'est inférieur à 142. Donc, vous allez avoir le composé B, plutôt les composés B, B1 et B2, qui vont partir en premier. On a répondu à la question 2, du coup. On a la question 3 maintenant. Donc, question 3.1. Alors, petite révision sur la RMN. Notez dans les tableaux donnés en annexe 3 la multiplicité des hydrogènes proches des groupements COO, des molécules A et B, et associer les spectres correspondants. Donc, ça, c'est un bon exemple
parce que, je vous l'avais dit, comment faire une analyse RMN, c'est souvent assez long. D'ailleurs, dans le DM que je vous avais donné l'autre fois, vous ne saviez pas trop comment argumenter si le spectre 1 était donné avec cette molécule-là ou cette molécule-là. Vous ne saviez pas s'il fallait donner un argument unique ou s'il fallait faire une étude complète. Et donc, moi, je vous avais dit, de toute façon, pour le bac, c'est très ciblé. On ne vous demande pas forcément de faire une étude complète. Donc, vous aurez des questions ciblées, vous y répondez, et puis voilà. Donc, vous voyez, là, c'est très, très ciblé. On ne vous demande pas de faire une analyse complète. Nous, pour faire des révisions, on va pouvoir en dire un petit peu plus que ce qui était demandé. Mais ce qui est demandé là, c'est très partiel, mais pour moi, ça va suffire à trouver quel spectre appartient à quelle molécule. Donc, pour cette molécule-là, donc la molécule A, on a ce massif-là, plus précisément le massif, c'est H3, puisque je vous rappelle que ce sont les atomes d'hydrogène qui font un signal, ce n'est pas le carbone. Et donc HA, ce qu'ils ont appelé massif HA, ça a quoi comme multiplicité? 1. Alors pourquoi Ouais, 1? 1. 0, il a 0 voisin. Le carbone d'à côté a aucun hydrogène. D'accord. Et pour le HB? 3. 3. 3, parce qu'il a 2 voisins. Et la règle des n plus 1 UP dit qu'on doit rajouter Monsieur, 1. Oui. c'est quoi déjà le nombre d'intégration? Alors le nombre d'intégration, oui, c'est le nombre d'hydrogène qui équivalent fait le signal. Donc là, par exemple, le nombre d'intégration, ça serait 3, ça serait 2, ça serait 2. Ok. Et on va continuer. Merci. Après. On va continuer après. C'est-à-dire que là, on va répondre aux questions de cet exercice de bac. Et puis après, on fera des petites. On ira un petit peu plus loin si vous voulez. Donc là, on va passer à la molécule V. Quelle est la multiplicité de ce massif-là? 6, non? Non, 6. Oui, parce qu'il a 3 plus 2 égale 5. Ça fait 5 voisins. Donc multiplicité égale à 6. Très bien. Donc on va avoir 6 pics. Et puis enfin, HD, là, celui qui est entouré. 4. 4, puisqu'il a 3 voisins. Et donc, vous faites 3 plus 1 égale 4. Bon. Là, dans les spectres qu'on nous donnait, on ne nous donnait pas justement le nombre d'intégration qui peut permettre aussi d'identifier. Donc, a priori, c'est qu'il n'y en avait pas besoin. On a une molécule qui va donner un singulier et un triplet. Une autre molécule qui va donner alors un sextuplet et un quadruplé. On jette un petit coup d'œil. Non, c'est juste ici, voilà. Bon, ben là, vous avez bien, on avait prévu un singulier et un triplet, on voit bien sur le premier spectre, et pour l'autre, on avait prévu qu'il y aurait un sextuplé, un quadruplé, et on l'a bien là. Alors, vous voyez? Et monsieur? Oui. Vous pouvez revenir sur les images de la molécule A? Oui. Les deux CH3, ils apparaîtraient au même endroit. Leur nombre d'intégration, ce serait 6, non? Oui. Oui ou non? C'est une question. Tout à fait. Là, si on continue, ce n'était pas demandé, mais si on continue, on va avoir aussi ce massif-là. On va aussi avoir ce massif-là. Et là, comme il y a une symétrie, comme tu viens de le dire, on aura un unique massif pour ces 6 hydrogènes-là. Voilà. Après, on peut regarder si ça correspond, hein, mais j'avais vérifié, c'était le cas. Ici, on a en plus ce massif-là, on a ce massif-là, on a celui-là, on a lui, donc c'est déjà fait, et on a celui-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc un massif de moins pour la molécule A, mais ça ne permettait pas de répondre pour les spectres, parce que vous voyez ici, pour le spectre de la molécule, pour le spectre numéro 2, là il y a un gros bazar. Là on a une superposition de massifs, et on n'arrive pas à voir si c'est un massif ou deux massifs. Et donc, voilà pourquoi cet exercice de bac avait choisi d'identifier des spectres avec la multiplicité. Puisque effectivement,
Là, on peut compter effectivement qu'il y a 6 pics, que là, il y en a 4. 3, bon, il faut le savoir, heureusement qu'ils nous l'ont donné. Et 1, c'est pareil, hein, heureusement qu'ils nous l'ont dit, parce que si vous faites un zoom, on pourrait se poser la question si le truc là, vous voyez, ça n'aurait pas été un deuxième pic. Donc là, heureusement, c'était formaté, on va dire, pour que vous puissiez répondre facilement. OK? On arrive à la partie B. Donc là, on avait tout un protocole qui était décrit. Je ne vais pas le relire parce qu'on reviendra sur ce dont on a besoin au fur et à mesure. Et donc, donner le nom et la formule du produit manquant dans l'équation. Donc, il suffit de regarder ce qui manquait et on arrive sur... Vous avez trouvé ou pas qu'est-ce qui manquait comme atome? Et est-ce que vous avez deviné la molécule qui H2O, non? Oui. C'est l'eau H2O, oui. Très bien. Si vous faites le décompte des atomes, vous allez voir qu'il manque 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et donc, il fallait deviner que c'était H2O. Question suivante. On nous dit que pour que la réaction se déroule en un temps suffisamment court, la présence d'acide sulfurique est impérative, mais elle n'intervient pas dans le bilan. Déduire son rôle. Ça, c'est une question facile. Catalyseur. Voilà. C'est donc un catalyseur. Ensuite, en utilisant les données, expliquez pourquoi on ajoute de l'eau salée et non pas de l'eau, et pourquoi l'eau salée doit être froide. Donc, en réalité, il y a 2 questions. Alors, on va regarder les données. Qu'est-ce qui est important quelle est la donnée importante à regarder là? Voilà, ça va être là. Pourquoi est-ce que quand on a fini, je rappelle un peu ce qui s'est passé quand même, hein, parce que là, je n'ai pas relu le protocole, mais une fois qu'on a terminé, voilà, une fois qu'on a terminé de faire la réaction, on fait un chauffage à reflux ici. Vous voyez? Ce n'est pas la distillation de fractionnée de tout à l'heure. Là, c'est pour faire la réaction rapidement. On a mis le catalyseur, d'accord. On fait un chauffage à reflux. Là, on ne parle pas du chauffage à reflux. Enfin, je veux dire, on ne nous demande pas de représenter. Il y a bien un chauffage à reflux. Donc là, on faisait un chauffage à reflux. Voilà. Vous savez ce que c'est. Et une fois qu'on a fini notre chauffage à reflux, le problème, c'est qu'à la fin, tout est encore mélangé. C'est-à-dire, vous allez avoir l'eau, vous allez avoir l'ester qui nous intéresse. Puis, il va rester aussi le réactif qui était en excès. Voilà, il va rester le réactif en excès. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est. Ce qu'on récupère, une fois qu'on a démonté le montage, donc ce qu'on récupère dans le ballon, en gros, c'est un gros mélange. On met ça dans une ampoule à décanter. On prend une ampoule à décanter, et le but d'une ampoule à décanter, en fait, c'est de séparer facilement la phase organique de la phase aqueuse. Voilà, on va séparer la phase organique de la phase aqueuse. Alors après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans la phase organique et puis qu'est-ce qu'il y a dans la phase aqueuse. C'était d'ailleurs la question d'après. Alors, pour cette question-là, quel est l'intérêt, d'après vous, de rajouter de l'eau salée froide, glacée même? Vous avez trouvé la réponse à cette question? Quelle est la solubilité de la molécule A, donc c'est l'ester qu'on veut fabriquer, dans l'eau? Ah, elle est faible en fait. Elle est plus faible que l'eau à 20 degrés. Et comme on ne veut pas que ça se sépare, que ça se mélange. C'est ça, on a dans l'eau une solubilité qui n'est pas négligeable pour l'ester qu'on veut faire. Ça veut dire que normalement, c'est toujours les esters, quand on les fabrique en chimie organique, on les retrouve en phase organique. Sauf que là, on a un ester qui est légèrement quand même soluble dans l'eau. Ça veut dire que quand on va faire avec l'ampoule à décanter, vous vous souvenez, ça ressemble à ça. Quand on va faire avec l'ampoule à décanter, quand on va regarder ce qui se passe dans l'ampoule, on va avoir 2 phases. Une phase organique, la plupart du temps elle est en haut, mais il faut quand même regarder les densités pour vérifier. Et en bas, on va avoir la phase aqueuse. Le souci, c'est que comme la molécule A, l'ester qu'on vient de fabriquer, est légèrement soluble dans l'eau, vous allez en avoir un petit peu aussi dans la phase aqueuse. Ça, c'est la phase aqueuse. Vous allez avoir dans la phase aqueuse un peu de la molécule A. Ça veut dire que c'est de la perte, parce que nous, la phase aqueuse, on va s'en débarrasser après. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on a mis ça dans une ampoule à décanter, qu'on a mélangé, qu'on a laissé décanter, c'est-à-dire laisser reposer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On va ouvrir le robinet,
on va laisser partir la phase aqueuse et on va stopper le robinet quand on est arrivé à la séparation. Donc, on n'aura plus que la phase organique dans la poule. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien, bon, dans la phase organique, on aura bien notre molécule A, mais comme il y en a un petit peu dans l'eau aussi, on va en perdre. C'est-à-dire qu'on va diminuer notre rendement. Alors, regardons les autres données. Et on voit que si je prends déjà de l'eau froide, au lieu d'être à 20 degrés, si je passe à 0 degré, déjà, je diminue par 2 la solubilité. Et si en plus, au lieu de prendre de l'eau normale, je prends de l'eau saturée, de l'eau salée saturée, je diminue à 0,5. Alors là, on ne nous a pas donné à 0 degré. Mais en fait, vous allez combiner les effets. De l'eau salée et en plus froide, ça va faire tomber la solubilité à une valeur inférieure à 0,5. Et donc finalement, dans la phase aqueuse, il va en rester très très peu de molécules A. Tout va être quasiment en phase organique et donc on va limiter la perte. Voilà, vous avez compris? Je vais rester sur ce schéma puisque dans la question d'après, on vous demandait de détailler en fait la composition des phases. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on a dans la phase, je sais pas, dans la phase aqueuse par exemple? Il ne faut pas déterminer le réactif en limitant, parce que du coup, lui, on est sûr qu'il n'y en a plus. Alors, il peut en rester. Il peut rester des traces, d'accord? C'est vrai que ta question, elle est censée. Ça veut dire qu'on pourrait dire que le réactif limitant, il a complètement disparu. Sauf que regardez l'équation, on n'a pas une réaction qui est totale, de toute façon. Vous avez vu? Voilà, on a une double flèche ici. Hein. Donc, même si vous déterminez le réactif limitant, on n'a pas une double flèche, on n'a pas une réaction totale, on a une réaction équilibrée. On dit aussi une réaction limitée. Ça veut dire que même le réactif limitant, il va y en avoir à la fin. Donc là, vous pouvez prévoir qu'à la fin, vous allez avoir de tout. Donc, en supposant qu'on ait un petit peu de tout encore à la fin, où est-ce qu'on va retrouver tel ou tel espace? Donc, phase aqueuse, déjà, c'est la base. Vous avez de l'eau. D'accord. Mais comme on a rajouté de l'eau salée, c'est de l'eau salée. Ah, il y a aussi l'acide éthanoïque parce qu'il a une densité assez proche de l'eau quand même. Alors, ce n'est pas la densité qu'on va regarder en premier, ça va être la solubilité. Et la solubilité de l'acide éthanoïque dans l'eau, elle est très forte. D'accord? Donc, elle se mélange avec l'eau. Voilà. Ça. Dans la phase aqueuse, vous allez avoir l'acide éthanoïque. Mais par contre, par rapport aux ions, on n'a aucune donnée par rapport à la solubilité ni par rapport aux densités, donc il fallait faire comment? Quels ions? Il n'y a pas d'ions? Je sais pas, mais dans l'exercice, il parlait d'ions. C'est ici dans la question, il me semble. S'il y a des ions, de toute façon, ils iront en phase aqueuse. Parce que les ions, ils vont se mettre toujours en phase aqueuse, puisque l'eau, c'est un solvant polaire. Et donc, l'eau va hydrater les ions. Donc, si vous avez des ions, si ça vous arrive d'avoir un exo où vous avez des ions, ce sera toujours dans la phase aqueuse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on avait deux réactifs. Il y avait l'acide éthanoïque et puis il y avait le 3-méthylbutanaol, c'est-à-dire l'alcool. On va le retrouver où, lui? Le reste de l'alcool, il va être où? On va avoir dans la phase organique, c'est plutôt une mauvaise surprise en fait. Hein. C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que dans la phase organique, vous allez avoir votre ester, donc vous allez avoir A, mais vous allez avoir aussi le reste de l'alcool. Donc ça, c'est embêtant. Vous allez avoir le reste de l'alcool. D'ailleurs, on peut le vérifier par chromatographie. On va le choisir comme réactif limitant quand on va faire nos choix. On va le vérifier tout à l'heure avec les calculs. Puisque l'alcool, s'il en reste, il va se retrouver là. Et premièrement, on va le choisir comme réactif limitant pour pas qu'il en reste beaucoup. Et deuxièmement, on va le choisir, alors ce n'était pas expliqué dans le protocole, hein, mais en général, on va le choisir de façon très minoritaire par rapport à l'autre réactif. C'est-à-dire qu'on va prendre très peu d'alcool par rapport à l'acide éthanoïque. Et ça permet de le consommer, si vous voulez, au maximum. Du coup, on a répondu à la question 1.4. Ensuite, préciser la nature de l'effervescence observée lorsqu'on rajoute l'hydrogénocarbonate de sodium et on va voir à quoi ça sert. Une fois qu'on en est là, j'explique la suite. Alors c'est sûr que quand on a fait le TP, c'est plus parlant. Là, vous n'avez pas fait le TP. Quand on est à ce point-là et qu'on a bien deux phases bien distinctes, on ouvre le robinet
Et là, vous allez avoir la phase aqueuse qui est là, qui est bien en dessous d'ailleurs. Je n'ai pas répondu à cette partie-là de la question. Est-ce qu'elle est située au-dessus ou en dessous? Alors, pour répondre à cette question, avant de passer à l'autre, là, on regarde la densité. Donc, pour savoir si telle ou telle espèce chimique est dans la phase organique ou aqueuse, on regarde la solubilité, toujours. Et puis après, pour savoir si c'est la phase organique qui est en haut ou en bas, on regarde là, on regarde les densités. D'accord? Là, les densités, vous les avez ici. On voit que l'ester, il a une densité inférieure à 1, que l'alcool aussi, et qu'en revanche, l'acide éthanoïque et que l'eau salée ont une densité supérieure à 1. Donc, c'est eux les plus lourds, ils sont tous les deux dans la phase aqueuse, et c'est eux les plus légers, ils sont tous les deux dans la phase organique. Donc, la phase organique, elle est bien en haut. D'accord? Ça peut arriver des fois qu'on ait la phase organique en bas. Des fois, il y a des solvants organiques lourds, et ça peut arriver. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de raconter. Nous, on veut récupérer la phase organique. Donc, on ouvre le robinet, on se débarrasse de la phase aqueuse, et on se retrouve dans l'ampoule à décompter juste avec, eh bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, notre phase organique. A priori, dans notre phase organique, on n'a plus que l'ester et l'alcool qui était en excès. Alors, à quoi donc ça peut servir ce truc? Ajouter ça, l'hydrogénocarbonate de sodium. À quoi ça peut servir à votre avis? Alors, qu'est-ce qui nous aiderait dans les données? La seule donnée utile, c'était celle-là, en fait. Sinon, il n'y a aucun Par moyen. rapport aux acides et aux bases? On va avoir une réaction acido-basique. On vous dit qu'on rajoute ça. On nous donne des pK, donc ça nous dit qu'on a des couples acido-basiques. On nous donne 2 couples, donc ça nous fait dire qu'on va avoir une réaction acido-basique. Si vous rajoutez HCO3-, dans ce couple, HCO3-, c'est un acide ou une base? C'est une base. C'est une base. Ouais. Donc si vous faites une réaction acido-basique, ça doit réagir avec un acide. Quel va être l'acide? L'acide éthanoïque. CH3COOH, ouais. On ne sait pas si la réaction elle est totale ou pas. Je peux mettre une double flèche ou une simple. Hein. Si on ne le dit pas, on ne peut pas l'inventer. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, ça va donner les espèces conjuguées. C'est-à-dire HCO3-, c'est une base de l'acide CO2 H2O. Donc CO2, c'est ça qui va faire le dégagement gazeux en fait. L'effervescence, c'est un dégagement gazeux. On va avoir un dégagement gazeux de CO2. D'accord? Donc on va avoir CO2 H2O. Vous pouvez mettre plus. Vous pouvez mettre une virgule. En fait, ça veut dire que c'est CO2 aqueux. Plus la base conjuguée de CH3CO2. Donc ça fait CH3CO-. D'accord? C'est là écrit dans l'autre sens, c'était la même chose, non? Parce que vu que c'est limité. Could you be more specific? Bah, CO2H2O plus CH3CO, je sais pas quoi. Enfin, inverser les deux. Ah non. Ça ne veut pas dire la même chose tout à fait. Parce que là, il faut quand même le mettre dans le bon sens. Parce que ça nous dit qu'on a mis effectivement des ions hydrogénocarbonate et qu'on les a fait réagir sur l'acide éthanoïque. Si tu l'écris dans l'autre sens, ça veut dire que tu considères qu'il y a du CO2 et des ions CH3CO2-, ou tu vas rajouter des ions CH3CO2-. C'est pas ce qui se passe, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'une réaction elle est équilibrée, donc on met une double flèche, que on peut l'écrire dans n'importe quel sens, d'accord? Il faut la mettre dans le sens où on l'a provoquée. Nous, on la provoque dans ce sens-là parce qu'on rajoute des ions HCO3-, d'accord? Mais d'où ils viennent les CH3, les molécules de CH3CO2H? Parce que normalement, ils étaient censés être partis avec la phase aqueuse. Ça, c'est une question qui n'était pas posée, mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est pas logique que dans la phase organique, on ait CH3CO2H. La réponse, c'est qu'il peut rester des traces. À l'état de traces, vous pouvez avoir encore un peu d'acide éthanoïque. C'est pour ça qu'on peut faire cette étape, même si elle n'est pas obligatoire. Hein. Moi, je la fais faire en TP quand j'ai le temps. Mais vous voyez, l'acide éthanoïque avait une solubilité très forte avec l'eau. Donc, a priori, il ne va pas en rester beaucoup en phase aqueuse. Mais en phase organique, pardon. Mais comme c'était réactif en excès, comme on va le voir après, il peut rester quelques traces. Voilà pourquoi on fait cette opération-là. Okay? Tout comme, une fois qu'on a fait cette opération-là, on nous dit d'ajouter une spatule, donc c'est un composé solide, de sulfate de magnésium anhydre. Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça sert cette étape? C'était pas demandé, hein, mais à quoi ça pourrait servir de rajouter un composé anhydre, d'après vous?
Anhydre, ça réagit avec l'eau. Enlever l'eau, Oui, c'est ça, exactement. les traces d'eau. Les composés anhydres, en Hydrolyse. général, ils vont capter l'eau qui traîne. Et donc là, ça va servir à enlever les traces d'eau dans la phase organique, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'on va dire, bah, normalement, en phase organique, il n'y a pas d'eau. Il peut rester des traces. Donc cette étape-là va servir à faire ça. Sauf qu'après, il faut filtrer. Donc moi, généralement, en TP, cette dernière étape, c'est plutôt rare que je la fasse. Et une fois qu'on a fait tout ça, on récupère 18,1 ml de la molécule A. Ensuite, alors calculer les quantités de matière, question 2.1. Puis en déduire le rendement. Alors là, c'est bien aussi pour faire une petite révision. Calculer des quantités de matière à partir d'un volume. Comment on fait ça? On fait petit n est égal à petit m sur grand M à la base. On cherche Oui, pas. mais le petit m, on va le tirer de la masse volumique et du volume. Voilà, Ouais. c'est ça. Et m est égal à ρ fois v. Alors là, on ne nous donnait pas les masses volumiques, mais on nous donnait les densités. Alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Sinon, vous risquez de vous tromper. Vous avez le droit d'utiliser la densité Comme masse volumique, non? comme masse volumique, Oui, voilà. mais à condition de savoir ce qu'on fait. Je vous explique. On va faire par exemple pour le premier. Par exemple, pour le premier, on va faire l'alcool en premier. On disait qu'on prenait 20 ml d'alcool et que sa densité était égale à 0,81. Alors le plus simple, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait, c'est de dire la densité de l'alcool, c'est 0,81. Il n'y a pas d'unité. Alors pourquoi il n'y a pas d'unité à la densité? C'est un rapport Ouais. C'est un rapport, ouais. Et ça peut entre être ρ calculé de à partir l'espèce et d'un ρ de rapport l'eau. Oui, Ouais, c'est le c'est rapport ρ de l'eau entre sur le un. ρ de l'espèce et le ρ de l'eau. À quelles conditions vous pouvez dire que ρ égale à 0,81 également? Le truc, c'est que ρ, il a une unité. Donc vous pouvez dire que ρ, c'est 0,81 également. Mais en quelle unité? C'est pas gramme par Mètre cube par litre, je pense. gramme par millilitre. On va prendre grammes par millilitre. Alors pourquoi? Ben parce que l'eau a une masse volumique qui vaut 1 gramme par millilitre. Ouais, voilà. D'accord? Donc vous pouvez garder le même nombre, mais à condition de savoir ce que vous faites. Et donc vous avez des grammes par millilitre. Regardez l'erreur classique. L'erreur qui arrive assez souvent quand on ne sait pas trop ce qu'on fait avec les unités. Là, vous recopiez 0,81. Vous vous dites, bon, la densité, c'est pareil que la masse volumique. Mais si vous ne faites pas attention aux unités, l'erreur classique que je retrouve souvent dans les copies d'élèves, c'est que l'élève, il dit, bah, finalement, on a pris 20 millilitres. J'ai pris 20 millilitres d'alcool. Et donc, il va dire, bah oui, attention, 20 millilitres, il va falloir que je fasse 20 fois 10 moins 3. Ça, c'est l'erreur classique. Ah, mais non, en fait. Il y a pas mal d'élèves qui vont dire, ah bah attention, là j'ai 20 millilitres, il faut vraiment que je fasse attention, il faut que je transforme ça en litres parce que ce n'est pas l'unité normale, les millilitres. Sauf que, ici, si vous savez bien ce que vous faites avec les unités, 0,81, vous l'avez recopié, d'accord, mais c'était parce qu'on avait des grammes par millilitre. Vous avez des grammes par millilitre. Et donc, si vous multipliez par des millilitres, petite analyse dimensionnelle, eh ben, ils vont se simplifier. Et donc, au total, au numérateur, vous aurez des grammes. Et c'est bien des grammes qu'on veut quand on fait petit m sur grand M, puisque ça, c'est des grammes, et ça, c'est des grammes par mol. OK? Donc, voilà, l'erreur classique, c'est de dire, ah bah tiens, je vais transformer les millilitres en litres. Non, là, quand vous faites un calcul de quantité de matière à partir d'un volume et d'une densité, laissez bien cette valeur-là en millilitres directement. Et donc, en ce qui concerne l'alcool, la masse volumique était de 0, non, pardon, la masse molaire était de 88, on tenait 0,18 mol, ok. Donc ça c'est l'alcool. Je vais mettre alcool. On faisait la même chose pour l'acide. Alors pareil, hein, exactement la même chose, vous prenez la densité de l'acide, vous multipliez par le volume, mais vous laissez le volume en millilitres, vous divisez par la masse molaire, et donc là, pour gagner du temps, j'annonce le résultat, puisque c'est la même chose que avant, on trouve 0,53 mol. La question d'après, c'est d'en déduire le rendement. Pour trouver le rendement,
Il faut d'abord savoir quel est le réactif limitant. Ça, c'est un petit peu expliqué quand même ici. Pour le réactif limitant, attention, parce que je l'ai vu encore il n'y a pas si longtemps que ça dans le dernier DM, ne vous précipitez pas, ne dites pas 0,18 c'est plus petit que 0,53, donc le réactif limitant c'est l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut comparer? Coefficient stoichiométrique. Stoichiométrique. Vous êtes obligé, exact, de regarder les coefficients stoichiométriques. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un tableau d'avancement. Il n'est pas demandé, on n'est pas obligé. Mais vous n'allez pas comparer N-alcool et N-acide. Vous allez comparer N-alcool divisé par le nombre stoichiométrique qu'il y a dans l'équation pour l'alcool. Et là, vous allez diviser par le nombre stoichiométrique pour l'acide. Et c'est quoi les coefficients stoichiométriques? Quels sont les coefficients stoichiométriques ici? Mais c'est 1, non? Ben oui, il n'y a rien. Coefficient stoichiométrique, s'il n'y a rien, c'est que c'est 1. Sinon, vous auriez eu, là, vous auriez eu un 2, là, vous auriez eu un 3, par exemple. Donc là, il n'y a rien. D'accord? Donc, quand il n'y a rien, ben, c'est 1. Je sais bien qu'au final, ça va revenir au même. Sauf que si on avait eu des nombres stoichiométriques différents de 1, eh bien, on aurait pu avoir tout qui était inversé. Donc là, ça ne change rien. Mais je veux dire, il faut le préciser. Il faut dire, bah, là, j'ai comparé et j'ai fait attention. Je sais qu'il faut une mole pour une mole. Et là, je peux comparer. Donc, je peux là conclure effectivement que puisque N2 alcool sur 1, c'est plus petit que N2 acide sur 1, c'est bien l'alcool qui est réactif limitant. OK? Donc, 0,18 mol. Ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer, d'après l'équation, on va pouvoir fabriquer au maximum 0,18 mol d'ester, si vous voulez. Alors, combien on en a fabriqué d'ester? C'est-à-dire la molécule A. Et bien là, c'est reparti. La molécule A qui est l'ester, on nous a dit combien on a récupéré de volume. On nous donnait le volume d'ester qu'on obtenait. Et ben on refait pareil, densité fois volume divisé par masse molaire. Et on trouve 0,12 mol. Donc on a récupéré 0,12 mol d'ester alors qu'on aurait pu en avoir 0,18. Donc le rendement, finalement, ça va être 0,12 divisé par 0,18. Si on fait ça à la calculatrice, on tombe on a 0,66, c'est-à-dire 66%. Enfin, même si on arrondit, c'est plutôt 0,67, donc 67%. Alors enfin, est-ce que quelqu'un veut essayer? Si vous... Alors c'est parti, vas-y. Qu'est-ce qui se passe dans la première étape? Et les autres, vous pouvez l'aider si vous voulez. Hein. Et puis à la fin, on a ce H+ qui se retrouve, on a ce H+ là qui se retrouve ici. Ouais. Et donc ici, ce serait un site receveur, je suppose. Là. Non, ça c'est un site donneur. C'est un site donneur. Ouais. Ouais, c'est ça où j'ai pas tout compris en fait. Ben, l'oxygène étant électronégatif, en fait, il va être un site donneur. Et puis H+, ça va être un site accepteur parce que il est chargé positivement. Donc première étape, une seule flèche. Du coup, est-ce que tu peux deviner comment elle est cette flèche? Elle va du haut vers sa double liaison là. Alors en réalité, elle part précisément d'un des deux doublés non liants de l'oxygène. Elle ne part pas de l'atome. D'accord. La flèche, il faut la faire partir d'un des deux doublés. Du doublé de O pour aller jusqu'au H. C'est ça. Voilà, c'est ça. Sauf que il faut bien partir d'un des doublés, d'accord? Étape numéro 2. Moi, je commencerai par celle-ci. Donc, c'est la double liaison qui va sur là. Du coup, le C devient plus à ce moment-là, mais là, on a bien OH, avec le O qui perd son signe plus. Et du coup, comme le carbone, ça devient un site accepteur, et ben, il prend un des doublés de l'oxygène qui va. Et tu représentes ça comment, du coup? Oui, c'est bien. Hippolyte, tu n'as pas compris ça. Alors, on peut pas le... ça d'accord, je comprends que cette liaison du haut, elle va se rattacher au carbone. Mais pourquoi on fait de la flèche de la double liaison vers le haut, en fait? D'accord, parce qu'un atome de carbone, il ne peut pas faire 5 liaisons. D'accord. Voilà, si on vient d'accrocher l'atome d'oxygène au carbone, ce qu'on voit ici, en fait, hein, on explique là avec cette liaison-là. Donc là, il y a une nouvelle liaison qui va se créer.
sauf qu'on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en a une qui doit partir. Ensuite, étape numéro 3. Étape numéro 3, 2 flèches à trouver aussi. Et là, c'est interne. Quand je dis que c'est interne, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule espèce où il va y avoir 2 choses qui vont se passer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux réessayer du coup? Vas-y, vas-y. Du coup, il y aurait ce H là qui irait ici, qui se rattacherait à. Attendez. Qui se rattacherait ici plutôt. Ouais, et la flèche, tu la mets dans quel sens? Dans ce sens-là, du H vers le haut. Non? Alors non. C'est peut-être ce qui se passe en réalité, mais la convention, c'est de dire que, en fait, on a toujours la flèche, la flèche courbe, pardon, qui part du site donneur, donc ici c'est le doublé, et la pointe de la flèche arrive sur le site accepteur, d'accord? D'accord. Peut-être qu'en réalité, tu as raison, hein, peut-être que le H+, il va migrer, il va aller là, mais par convention, on fait des flèches courbes en partant du site donneur pour aller vers le site accepteur. Et la deuxième flèche, c'est quoi alors? Ce serait de ici, enfin de ici à ici, non? En interne pour Alors là, ce que tu viens de dessiner, ça montrerait une double liaison. Si tu dessines ça, si tu fais ce que tu viens de dessiner, ça nous dirait qu'il y a une double liaison ici. Or, c'est pas ce qu'on voit. Donc, il se passe bien quelque chose dans le secteur, tu as raison, hein, mais c'est pas exactement ça. Je crois savoir, mais je suis pas sûr. Alors, vas-y, essaye. Oui, alors ta flèche, elle part du doublé lui-même, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. La flèche, elle part de là. Hein. On est d'accord. Ensuite, vous pouvez la réexpliquer, cette deuxième flèche? Pour essayer de deviner une flèche, en fait, il faut vraiment regarder ce qu'on a fait à droite. Donc là, tu avais bien deviné qu'il y aurait quelque chose comme ça, parce que là, on se retrouvait avec OH2+. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On regarde ici. On voit qu'il y a C, simple liaison O, simple liaison R. Ici, on a C, on a la liaison là, on a la liaison là. Donc, une fois que le H il est parti, ben, en fait, on ne peut pas avoir de liaison comme ça qui pendouille. Donc, elle est récupérée par l'atome d'oxygène. Et du coup, oui, parce que les liaisons et les atomes sont indépendants dans les mécaniques. C'est-à-dire indépendants. Could you be more specific? C'est-à-dire que si le H il part, la liaison elle ne suit pas le H. Ah oui, oui, tout à fait. Là, il y a rupture. Hein. Quand on dessine ça, c'est qu'il y a une rupture de liaison. Là. Voilà. D'accord. Alors là, 4. 2 flèches. J'essaie alors? Vas-y, vas-y. Alors, ça va partir ici. Voilà. On en est à la 4, le bol. Ah ben c'est pas grave, ça sera fait. Alors, donc tu as fait la 5 en premier, c'est bien. Et, oui, non, mais c'est la 5, oui. Ouais, mais c'est bon. Oui, parce qu'il n'y a qu'une flèche dans la 5 du coup. Mais il n'y en a qu'une seule. Voilà, et dans la 4 Je suis la 4 du coup. Alors, oui, vas-y. Dans la 4, là, il va y avoir un doublé du haut ici qui va partir dans la double liaison. Oui, je suis d'accord. Et comment on schématise la rupture du OH2? Parce que du coup, elle n'existe plus. Alors, justement, c'est celui-là. Mais je suis pas sûr ça pour le coup. Oula. Mais non, comment on schématise une rupture? Parce que le groupe qui est là, c'est bien celui-là, non? Ah mais non, mais c'est bon en fait. Il a déjà son électron, donc ça. En fait, Hippolyte a posé la question. Comment on fait pour symboliser une rupture? Parce que là, on a bien compris que ici, il y avait l'eau qui était préformée. On a H2O. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Voilà. C'est cette liaison qui part vers le haut. Ah, mais je sais, je me rappelle, vous l'avez dit, monsieur, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, c'est bon, il le sait. Et comme il reçoit un électron, il en perd un. C'est bon. Et donc, Hippolyte, pour répondre à ta question, comment on symbolise une rupture? Là, il y a rupture. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, encore 5 minutes pour voir si vous avez compris. Un autre exercice qui s'appelle une transestérification. Une transestérification, regardez ce que c'est. Ça permet de partir d'un ester qui est là. Vous voyez, il apparaît que à la deuxième étape. Et ça permet de finir sur un autre ester qui n'est pas la dernière étape, curieusement aussi, qui est dans l'étape 3. Donc, vous voyez, vous partez d'un ester, RCOOR',
et vous finissez sur un autre ester, RCOCH3. Voilà ce qu'on appelle une transestérification. Voilà, c'était juste pour expliquer à quoi ça servait. Du coup, ce H-là, il irait ici. Non, il faut faire l'inverse, pardon. Pour l'instant, Ouais, c'est l'inverse. je vous dis rien. C'est à vous de trouver s'il faut une ou deux étapes. Bah là, Il y en a deux, j'en ai trouvé deux. Il y en a J'ai trouvé deux aussi, ouais. Et ça, lui, il va là. Ouais, c'est fini. Ah, c'est bon. Ouais, très bien. Ça rend bien compte, ce que tu as tracé là avec les deux flèches, ça rend bien compte de ce qu'on a formé à droite. C'est-à-dire qu'on a formé H2O, là avec cette liaison. Et puis là, on a l'oxygène qui a récupéré du coup une charge moins. À quoi sert cette première étape? Eh ben, elle sert à créer l'ion CH3O-. D'accord? Qui est très réactif. Donc on a fabriqué un ion qui était très réactif, et cet ion très réactif, on va le faire réagir maintenant avec l'ester, avec notre ester. Alors c'est parti. Deuxième étape. Une flèche de là ici. Ouais. Ça, c'est Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est une conséquence en fait, ouais. Une flèche qui va de là à ici. Très bien. Voilà, Ouais. ça. Étape numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il y a reformation d'une double liaison. Ouais, déjà, il y a ça, monsieur. Oui. Très bien. Et il y a la liaison entre le C et O qui part Bien. vers le O. Et du coup, on a bien les deux produits formés. Bah, du coup, elle va de où à où, ta flèche? Ouais, Et celle-là, alors, ouais, et l'autre, attends, je vais effacer l'autre. voilà. Ça vous va mieux là? Enfin, il faut la refaire, mais t'as oublié, du coup, je la refais. Mais On l'a fait la quatrième ou pas? ouais, Bah, allons-y. vas-y, Froche. Bah, moi, Non, j'ai c'est bon. fait La flèche, elle est bonne. ça. Et ensuite, il faut mettre un moins à lui. Donc, il faut faire comme ça. Et wesh. C'est bon ou pas comme ça? La deuxième, non. Ouais, c'est ça que je dis ça. La deuxième, elle est comme ça. Mais la première était bonne. Comme ça, la deuxième, non? Non, c'est l'inverse, il faut. Hein. C'est d'abord d'un doublé A, quoique. Mais il y a le O, alors, par Mais non, contre. c'est pour casser entre Non, le mais H et le OH. voilà, il a compris, sauf que la flèche, effectivement, il Voilà, c'est faudrait vers le O. pas la dessiner exactement comme ça, donc je vais l'effacer. Mais vous partez bien du doublé et vous arrivez sur l'atome. Voilà, Ok, merci. donc tu voyais, on a réussi à faire un mécanisme entier, à le compléter assez rapidement, 4 étapes celui-ci. Et donc voilà, on ne peut pas vous demander plus en terminale. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end.